la boîte de chat sur le côté. Je vois que Kitri l'a déjà trouvé. Est-ce que vous pouvez partager d'où est-ce que vous vous connectez, donc quel endroit, quelle région? Et si vous êtes là en tant qu'adulte de confiance, en tant que parent, en tant qu'éducateur, éducatrice, un peu des trois, je vais voir un petit peu qui est dans la salle. Bonsoir Florence. Ah, on a Californie. Ah, ben donc on est sur la même heure, aussi 11h30 du matin. 3 enfants, 14, 12, 8. On a Karine du Québec, sexologue. Salut Karine. Une autre sexologue en milieu scolaire, éducation à la sexualité à Montréal. Bonjour, bon après-midi. Française canadienne. Il y en a qui nous viennent de Strasbourg. Bonsoir. En tant que belle-mère. Bravo, d'un enfant de 8 ans. Marie-Pierre. Bonsoir Marie-Pierre, qui est enseignante en 6e année au Québec. Ah, qui nous entend pas. Est-ce que tout le monde d'autre nous entend? Regarde peut-être si peut-être les micros sont pas bien connectés, Marie-Pierre, de ton côté. Florence, en tant que sexothérapeute. Bonsoir, Florence. Maude, formatrice en éducation à la sexualité de Montréal. Bon après-midi, Maude. Est-ce que c'est l'après-midi, 2h30 à Montréal, je pense? Lauriane Doula, maman d'un garçon. Axel, salut Axel, de Nantes en France, avec 4 enfants et éducatrice en sexualité. On a Emma, éducatrice sexuelle à Barcelone. Bonsoir Emma. Christelle, accompagnante en parentalité à Toulouse. Bonsoir Christelle. On a Sophie qui nous vient de Belgique, future éducatrice en santé sexuelle. Hâte de voir ça. Isabelle, bonsoir de France. Maman, mamie et future éducatrice. On a Raphaël qui nous vient de Punta Cana. Hey, bonsoir. Peut-être après-midi de ce côté-là? Je ne suis pas trop sûre. J'attends encore peut-être une petite minute ou deux, 1 or 2 minutes avant qu'on commence, que les personnes arrivent. Il y a Diana qui nous vient de la Suisse, qui est là pour s'instruire tout simplement. Merci Diana de nous avoir rejoints. Myriam depuis la France, bonsoir. OK, on a vraiment une belle diversité dans les personnes qui sont présentes ce soir, qui nous viennent de partout. Il y en a pour qui c'est le matin, l'après-midi. Moi, de mon côté, c'est le matin, plus ou moins, 11h30. On a Michaela qui nous vient de Prague. Bonsoir. Académiste, auteur d'un livre sur les médias pour les parents. Excellent. Kitri sur Paris, future éducatrice en éducation sexuelle et intime. Ouais. Diana, Mexico. Bon après-midi. Isabelle, ouais, c'est le soir en France. OK, je ne vais pas prendre plus de temps. Je vais laisser tout le monde continuer à arriver, mais je vais commencer à présenter le sujet d'aujourd'hui, parce qu'on est à tous des heures différentes. Donc, merci d'être là. Merci de prendre du temps dans votre journée, dans votre soirée, pour nous rejoindre sur ce premier webinaire en français de The Porn Conversation. On va parler aujourd'hui de la pornographie et pourquoi est-ce qu'ils font qu'on en parle. Alors, le projet de Porn Conversation, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça se traduirait un petit peu avec la conversation sur la pornographie. Et avant de commencer, je vais en profiter pour me présenter rapidement. Je suis votre hôte de ce soir. Mon nom est Tess Van der Haag. J'utilise le pronom elle. Je suis une éducatrice en sexualité positive qui habite au Canada. Ça fait environ 7 ans que je suis au Canada, mais je viens de Belgique. Donc, j'ai un petit peu un pied sur les 2 continents et je suis une ambassadrice francophone pour TPC, donc The Porn Conversation, la conversation sur le porno, le programme que je vais vous présenter aujourd'hui. De mon côté, comme travail, en fait, j'offre des ateliers dans les écoles, que ce soit pour les élèves, mais également pour leurs familles et pour le personnel enseignant qui travaille dans ces écoles. Et je travaille aussi sur le côté à former des futures éducatrices, éducateurs, de futurs professionnels de l'éducation à la sexualité. D'ailleurs, j'en vois qu'il y en a plusieurs qui sont connectés ce soir. Donc, merci d'être là, de m'écouter encore aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par les contenus en éducation sexuelle en français, vous pouvez retrouver également le compte Instagram puis les informations que j'ai mis ici en dessous. Alors, pour aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu de quoi est-ce qu'on va parler. On a environ comme 45 minutes ensemble. Je vais prendre 30 minutes à vous parler un petit peu de tous les sujets que j'ai mis là. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de vous expliquer c'est quoi
de Porn Conversation. C'est quoi ce projet? C'est quoi ce programme? Une fois que je vous ai un petit peu expliqué de quoi on parle, on va discuter ensemble du problème, justement, de cette pornographie qui est gratuite en ligne et donc de l'importance de l'éducation à la pornographie et comment est-ce qu'on peut parler, comment est-ce qu'on peut aborder ces différents sujets. Et enfin, je prendrai surtout du temps pour vous présenter justement tous ces outils gratuits qui ont été développés par The Porn Conversation qui sont maintenant disponibles en français. Donc, comme j'ai dit, je vais parler pendant environ 30 minutes et puis on aura un bon 15-20 minutes de questions ensemble. Donc, n'hésitez pas à mettre toutes vos questions dans le chat sur le côté. J'ai mes collègues qui sont là, qui peuvent vous répondre également. On a Lindsay et Lila qui sont là pour vous répondre si vous avez des questions directement. Sinon, je vais garder toutes les questions dans le chat et j'y répondrai à la fin. La seule exception, c'est que s'il y a quelque chose que j'explique qui n'est pas clair ou un mot que j'utilise que vous n'avez jamais entendu, n'hésitez pas à le mettre dans le chat et mes collègues me le feront savoir. Comme ça, je peux directement répondre à votre question si c'est un problème de compréhension de ce que je suis en train d'expliquer. Mais pour les questions générales, je les prendrai pour la fin. Alors maintenant que j'ai l'impression qu'on a plus ou moins tout le monde qui nous a rejoints, je vais me lancer à vous présenter c'est quoi The Porn Conversation. En fait, quand on parle de la pornographie, on parle souvent de la porno qui est gratuite en ligne. Et cette porno gratuite en ligne, ben, elle fait pas mal l'éducation sexuelle pour le moment. Et comme cette porno fait l'éducation sexuelle de nos jeunes, c'est aussi de se poser la question, c'est quoi comme message que ça envoie aux jeunes, cette porno gratuite en ligne? Quel message ça leur envoie sur leur corps, sur leur identité, sur leur orientation sexuelle, sur la façon dont ils pensent à leurs intérêts sexuels et même en général sur leurs relations aux autres, hein, tous les types de relations qu'ils ont aux autres. Et donc, c'est pour ça que j'ai vraiment hâte d'enfin vous présenter en français The Porn Conversation, la conversation sur la porno. C'est un projet qui vous propose des outils gratuits, accessibles pour les familles, pour les éducateurs, les éducatrices. C'est des outils qui ont été développés par des sexologues et des éducatrices en sexualité. Et surtout, c'est un contenu qui est constamment remis à jour pour s'assurer que le contenu continue avec les informations les plus récentes qu'on a autour de l'éducation à la sexualité et de la sexualité en général. Donc, quels sont ces outils gratuits? Les outils gratuits, ce sont des guides de conversation. Donc, c'est des guides de conversation pour aborder les conversations en famille sans tabou, mais c'est également des programmes et des guides d'activités qui sont destinés aux enseignants et aux enseignantes. Donc, ça permet finalement aux enseignants et aux enseignantes de mettre en place des programmes complets d'éducation à la sexualité, hein, pas juste sur l'éducation à la pornographie, mais sur l'anatomie, sur la puberté, sur l'identité, l'expression de genre, le développement sexuel, la santé sexuelle, le consentement, tout ça. Aussi, et je présenterai ça un peu plus en détail à la fin, The Porn Conversation a tout un programme d'équipe d'ambassadeurs et d'ambassadrices qui offrent leur temps et des conseils en temps réel et des informations qui sont disponibles sur le site. Alors, vous posez peut-être la question de savoir qui se trouve derrière justement ce projet. Ce projet, il a été créé par une réalisatrice indépendante de films pour adultes qui s'appelle Erika Lust. Elle développe un cinéma pour adultes qui est ce qu'on appelle sex positif. Sex positif, c'est quelque chose qui met en avant finalement des personnages réalistes et qui offre une alternative qui est beaucoup plus inclusive et beaucoup plus cinématographique du porno mainstream, produit en masse qu'on connaît. Erika vraiment défend l'importance aussi d'avoir des femmes, des personnes racisées, des personnes de la communauté LGBTQA+, derrière la caméra et à tous les postes clés en finançant des talents féminins, des talents queer et d'autres réalisateurs, réalisatrices qui sont invités du monde entier pour développer des films à ses côtés. Erika utilise aussi sa plateforme pour souligner le besoin d'une éducation sexuelle qui est
inclusive et qui est informative avec cette plateforme-ci à but non lucratif, la plateforme The Porn Conversation, qui a été co-créée avec son mari Pablo. Et en fait, ça permet, comme je l'ai expliqué, d'offrir aux familles, aux éducateurs, aux éducatrices, des outils qui proposent une éducation sexuelle complète à la jeune génération, en commençant justement par cette éducation aux médias, cette éducation à la pornographie. Je vois qu'il y a des personnes qui lèvent la main, mais vous pouvez mettre toutes vos questions dans le chat. On ne va pas pouvoir ouvrir le micro maintenant pour permettre un meilleur flow de la présentation, mais n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et puis j'y reviendrai à la fin. Alors, quand on parle de la pornographie, généralement, on pense souvent au porno gratuit en ligne. Hein, ce fameux porno gratuit en ligne, c'est le porno, la pornographie qui est la plus facilement accessible sur Internet. On appelle ça souvent en anglais des tube sites. Hein. Les tube sites, c'est un petit peu comme le même principe que YouTube, c'est-à-dire que c'est des plateformes qui permettent à n'importe quel utilisateur d'uploader des vidéos et d'avoir un accès à des vidéos de façon vraiment facile et gratuite. Et malheureusement, comme c'est tellement accessible, on sait qu'il y a énormément d'enfants et d'adolescents ou d'adolescentes qui ont accès à ces vidéos. Et s'ils n'ont aucune éducation autour du sujet, ils sont vraiment amenés à croire que les histoires fictives qui sont créées par le porno sont un reflet de la réalité. Alors qu'on le sait, la majorité de la pornographie gratuite en ligne, c'est généralement de la pornographie qui peut être violente, qui peut être misogyne et qui laisse non seulement les enfants et les adolescents et les adolescentes, mais les personnes de tous les âges finalement, de tous les genres, de toutes les sexualités, avec une mauvaise compréhension de ce qu'est vraiment le sexe, que ce qu'est les relations intimes, respectueuses ou les relations respectueuses en général, et que ça renforce encore plus cette culture de viol dans laquelle on vit, parce que c'est cette idée que on lie la sexualité et la violence. Alors, pourquoi est-ce qu'on va avoir cette fameuse talk, hein, cette conversation sur la pornographie? C'est parce que dès le plus jeune âge, on sait que les enfants sont régulièrement exposés à des images sexualisées. Alors, je ne parle même pas de pornographie en général, mais du contenu sexualisé, que ce soit à travers des publicités, à travers les films, à travers les séries, à travers les médias sociaux. Et qu'on sait que c'est important de dispenser une éducation sexuelle qui est complète, qui est adaptée à l'âge des enfants pour leur bon développement sexuel et psychosexuel. Mais on le sait que malheureusement aussi, cette éducation à la sexualité, elle est encore vraiment absente des programmes scolaires, des programmes dans les écoles. Ça commence à certains endroits, mais on ne peut pas dire qu'à travers la francophonie, c'est quelque chose qui est vraiment mis en place dans la majorité des écoles. Et de l'autre côté, les parents, même si on a une grande majorité des parents qui sont quand même d'accord que l'éducation sexuelle est nécessaire dans les écoles, ils ne sont pas toujours à l'aise d'avoir les conversations à la maison. Et donc, on se retrouve dans une situation où on se renvoie un petit peu la balle entre la famille et l'école. Et on sait que c'est tout à fait normal pour les jeunes d'être curieux ou curieuses sur la sexualité. Et que si les jeunes, ils n'ont pas accès justement à cette éducation sexuelle qui est adaptée à leur âge et qui est fondée sur la science, fondée sur des données probantes, que ce n'est pas une éducation sexuelle qui est dispensée par des sources de confiance ou des adultes de confiance, et ces jeunes se retrouvent contraints ou contraintes à s'informer sur la sexualité par le biais de ce qu'ils trouvent en ligne. Et donc, c'est savoir, dans bien du cas, du matériel porno en gratuit. Parce que si on se pose une question de savoir est-ce que mon corps est normal, c'est quoi le sexe, et qu'on pose cette question-là dans Google, ce n'est pas vraiment une information adaptée à leur âge et inclusive qui va être dispensée, mais bien souvent des images pornographiques. On a aussi de plus en plus d'études qui montrent que la consommation de la pornographie par les adolescents et les adolescentes, ça a tendance à avoir un impact sur leur expérience sexuelle qui peut aller de la violence à l'objectification des femmes. Et donc, en tant que parent, pardon,
Qu'il s'agisse comme d'une publicité, d'un jeu vidéo, d'un message sur les médias sociaux, d'un pop-up ou de pornographie directement, c'est presque impossible de protéger son enfant contre le contenu à caractère sexuel. On dit souvent que c'est pas savoir est-ce que l'enfant va tomber sur la pornographie, est-ce que le jeune va tomber sur la pornographie, mais à quel moment est-ce qu'ils vont tomber sur la pornographie? On sait que ça va arriver. Et donc, même si, quel que soit notre sentiment personnel en tant qu'adulte par rapport à la pornographie, que ce soit qu'on apprécie la pornographie, qu'on s'en fout, qu'on soit complètement indifférent à la situation, qu'on déteste ça, euh, les jeunes, ils seront exposés de toute façon. Donc, ignorer le sujet, ça va juste ajouter à de la confusion. Quelles que soient nos valeurs, on se doit d'expliquer aux jeunes que la plupart des films porno qu'on va trouver gratuitement en ligne, c'est des films qui sont irréalistes et ça ne permet pas, en fait, que ce soit un vrai guide pour comprendre le sexe et la sexualité. C'est de rappeler justement que la pornographie, c'est un média. Et justement, comme la pornographie, c'est un média, c'est l'idée que l'éducation à la pornographie, c'est un type d'éducation aux médias. L'éducation aux médias, c'est ce qu'on utilise un peu, c'est un cadre, hein, c'est une approche éducative qui s'étend depuis plusieurs décennies et qui permet de nous aider à devenir des consommateurs et des consommatrices plus critiques sur les médias auxquels on est exposé. C'est pas faux aussi que même l'éducation aux médias, c'est souvent quelque chose qui manque au niveau de l'éducation des enfants. Mais c'est important d'avoir cette éducation aux médias qui est mise en place. Parce que l'éducation aux médias, autant que l'éducation à la pornographie, mais ça permet en fait à l'enfant de réfléchir de manière critique au contenu auquel elle va être exposée, au contenu qu'elle consomme. Et surtout de remettre en question les messages qui sont partagés par ces médias. Et donc, l'éducation à la pornographie, cette conversation sur le porno, hein, le programme dont je vous parle, finalement, aussi reprend ce cadre de l'éducation aux médias pour guider les conversations autour de l'éducation à la pornographie. Et donc, pour ceux ou celles qui ont déjà un petit peu fait de l'éducation aux médias ou qui ont déjà utilisé un petit peu cette grille d'analyse, généralement, on a une grille d'analyse qui va ressembler à ça. Hein, c'est qu'on va penser à des questions clés autour de cette éducation. Donc, la première chose qu'on veut savoir, c'est qui a créé ce message? Quand on est exposé à du contenu médiatique, que ce soit des médias en général ou du média pornographique, qui a créé le message? Qui a fait le film? Okay? Qui se trouve derrière? La deuxième question, c'est quoi les techniques créatives qui sont utilisées pour attirer mon attention? J'utilise souvent cette grille d'analyse et j'utilise des publicités. Hein, on prend une publicité toute simple, des publicités, j'utilise souvent des publicités pour les vêtements, où finalement on met plus en avant le corps des personnes que les vêtements eux-mêmes. Donc, il y a des techniques créatives qui sont mises en avant pour attirer l'attention. Et souvent, le sexe, c'est une technique créative qui est utilisée pour attirer l'attention. Parce que le sexe, ça attire l'attention des personnes. Est-ce que justement, les messages qui sont envoyés à travers ce média, est-ce que ça peut être compris différemment en fonction des personnes? Est-ce qu'il peut y avoir une interprétation différente en fonction des personnes qui regardent ce média? La quatrième question, elle est aussi importante. C'est quoi comme valeur, comme mode de vie, comme point de vue qui sont représentés dans ce message? Et surtout, quels sont les points de vue qui sont absents de ces messages? Qu'est-ce qu'on n'y voit pas? Parce que n'importe quel média, même un documentaire qui va avec des informations, on voit un certain point de vue. On ne voit pas tous les points de vue. Donc, c'est quoi les points de vue qu'on voit? C'est quoi les points de vue qui n'y sont pas présents? Et enfin, la question finalement la plus importante, c'est quoi le message qui est envoyé? Et là, je l'ai écrit au singulier, le message qui est envoyé. En réalité, il y en a plein. Hein? Il y a plein de messages qui sont envoyés. Et pourquoi est-ce qu'ils sont envoyés? Qu'est-ce qu'on essaye de nous faire faire? Généralement, si c'est du contenu gratuit, ce qu'on essaie de faire faire, c'est de l'argent. Même si c'est du contenu pour lequel nous, on n'a pas payé, chaque clic sur Internet, ça représente de l'argent pour la personne qui se trouve derrière la plateforme, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Pornhub.
hein. C'est la même technique. Donc, on veut commencer ces conversations. On veut amener cet esprit critique chez nos enfants, chez nos jeunes. Donc, comment est-ce qu'on commence alors ces conversations sur la pornographie? Parce qu'on a parlé un petit peu de l'importance d'en parler, mais en parler, c'est une autre histoire. Et c'est tout à fait normal qu'on se trouve nerveux, nerveuse par rapport à ces conversations-là. Ça se peut que ce soit un moment qui est un peu gênant pour nous et pour notre enfant. Mais il faut surtout pas qu'on oublie que nos enfants, ils suivent notre exemple. Donc, si on est extrêmement gêné puis mal à l'aise de parler d'un sujet, ben, l'enfant se sentira tout aussi mal à l'aise que nous, hein. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment d'instaurer des conversations de façon la plus régulière sur les sujets autour de la sexualité et de la pornographie. Il y a une autre éducatrice que j'ai entendue l'autre jour qui a dit une phrase que j'aime beaucoup, c'est: «On n'a pas besoin d'avoir une conversation de 100 minutes, mais il nous faut 100 conversations d'1 minute». On n'est pas obligé de commencer une énorme conversation sur la sexualité. On peut avoir des petites conversations ici et là sur les différents sujets en lien avec la sexualité et la pornographie. Et surtout, on évite de faire honte à l'enfant. Donc, on va éviter d'utiliser des propos culpabilisants qui mettent mal à l'aise, genre: «C'est qui t'a montré ça? Où est-ce que tu as trouvé ça? Pourquoi tu regardes ça?» Ou de parler de la pornographie en général en disant: «Ah mais non, mais le porno, mais c'est mauvais, mais c'est dégueulasse, mais c'est mal, mais qui regarde ça? Mais il faut vraiment être bizarre dans sa tête pour regarder ce genre de vidéo». Parce que plus on va aller dénigrer le fait que les personnes qui regardent la pornographie, c'est quelque chose d'horrible, mais plus il y a de risques que l'enfant ou le jeune ne viendra pas nous parler s'il est exposé à ces images-là. Donc, comment est-ce qu'on peut amener ces conversations de façon la plus positive possible? Si on n'est pas certain, si on n'est pas certaine que son enfant a déjà vu de la pornographie, qu'on n'est pas trop sûr, où l'enfant se trouve. Aussi, ça va dépendre de l'âge de l'enfant. On sait que maintenant les premières expositions à la pornographie, elles se situent assez jeunes. En moyenne, on est quand même vers 10-11 ans dans les premières, expositions à la pornographie. Donc on veut quand même arriver avec ces conversations avant que ça arrive et donc on peut dire quelque chose comme: «Je sais que tu verras du porno à un moment donné, parce que c'est pratiquement inévitable. Alors voici ce que je veux que tu saches à ce sujet». Ou: «Je sais que tu tomberas un jour sur des images ou des vidéos pornographiques en ligne et je veux te parler de ce que tu pourrais voir». Ou même encore plus simple, simplement dire: «Quand je te dis le mot porno, ça te fait penser à quoi? À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu penses que c'est?» Si on est plus ou moins certain ou certaine que l'enfant a été exposé ou a vu de la pornographie, on peut dire comme: «Beh, il y a pas de problème, tu sais, c'est pas grave, tu peux pas te faire engueuler, mais je veux qu'on discute du porno gratuit en ligne. Je veux qu'on ait des discussions là-dessus. Ou j'ai remarqué que tu es tombé sur des sites pour adultes, puis moi, je veux qu'on parle de ce que tu aurais pu voir». Alors quand on dit ça, c'est pas dire: «Je veux que tu me décrives les vidéos que tu as vues», mais de les encourager à se poser des questions, de nouveau avec cette approche critique des médias, en fait, de cette façon critique de penser aux médias auxquels on est exposé. Aussi, c'est de se rappeler que là, c'est des conversations comme où on lance la conversation. Peut-être qu'on pense que c'est pas toujours le bon moment. On est comme j'ai dit, on est nerveuse, on est anxieuse à l'idée de lancer la conversation. C'est normal. Lancer une conversation, c'est pas obligé, comme j'ai dit, d'être une longue conversation. On peut se lancer. Aussi, c'est pas obligé que ce soit un moment solennel à table, on est en train de manger, puis on dit: «Bon, ben là, on va en parler», puis tout le monde est un petit peu mal à l'aise autour de la table. C'est pas obligé que ce soit en vis-à-vis. Ça peut aussi être des moments où on est ensemble, mais on n'est pas en vis-à-vis. Ça peut être, on est dans la voiture, on va, les conduire à leur cours de danse, au cours de foot, au cours de soccer et l'enfant est dans la voiture, puis on peut avoir cette conversation sans être directement vis-à-vis. Ça peut être, on est en train de préparer à manger ensemble, donc on est de nouveau peut-être pas forcément vis-à-vis, mais on peut avoir une conversation comme ça en faisant autre chose. Ça peut permettre de mettre moins mal à l'aise. Une autre technique que j'aime bien aussi avec les adolescents et les adolescentes,
c'est leur poser des questions de façon détournée. Ça peut être, ce soir, vous avez été à cette présentation sur la conversation sur le porno. Ça peut être, tiens, j'ai été voir cette présentation et il parlait de l'âge de la première exposition à la pornographie qui me semble vraiment jeune. Puis moi, je pense que ça me semble vraiment trop jeune, 10, 11 ans pour une première exposition à la porno. Est-ce que toi, tu penses que c'est vrai? Moi, je ne pense pas que c'est possible. On met l'enfant, on met l'adolescent, on met le jeune en position d'expert ou d'expert de la situation. On pose une question sur sa génération, pas directement à l'enfant, ce qui permet de lancer une conversation sans le mettre au milieu de la conversation. Et c'est important aussi de se poser la question, nous, en tant qu'adultes, en tant qu'adultes de confiance, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant qu'éducatrices, quel est notre propre positionnement par rapport à la pornographie? Si on est des personnes qui consomment parfois ou de temps en temps de la pornographie, on peut se poser soi-même la question, quel est le rôle que le porno a dans la façon dont je pense au sexe et à l'intimité? Parce que bien qu'on puisse éprouver du plaisir, une excitation sexuelle en regardant du porno, c'est aussi de se poser la question, est-ce que le porno que je regarde, est-ce que ça reflète vraiment mes valeurs? Hein, parce qu'on sait que le porno, ça ne reflète pas toujours les relations sexuelles que les personnes ont dans la vraie vie. Ou ça ne reflète pas, comme j'ai dit, nos valeurs forcément qu'on a par rapport à la sexualité. Se poser aussi la question par rapport au racisme et à la fétichisation des personnes racisées. Donc, est-ce que le porno que je regarde, est-ce que ça contribue ou est-ce que ça reflète des stéréotypes racistes? Parce que la fétichisation des personnes racisées, ça déshumanise les individus au point qu'ils ne sont même plus considérés, ou elles sont même plus considérées comme des personnes qui méritent du plaisir, mais comme des objets sexuels dans la vidéo. On peut également se poser la même question en ce qui concerne l'objectification des femmes et des filles. Donc, est-ce que les femmes dans la porno sont traitées comme je pense que les femmes et les filles devraient être traitées? Hein, comment est-ce que ça contribue à refléter des stéréotypes misogynes avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord? Parce que les femmes dans la porno, elles sont traitées avec des termes insultants, de façon insultante. Il y a des mots qui sont là pour blesser leur confiance en elles et faire croire finalement que la sexualité, ce n'est pas quelque chose qui est lié au plaisir de la femme, alors que ce n'est pas du tout le cas. Je suis désolée s'il y a un bruit de fond. C'est évidemment le même moment où j'ai les poubelles qui passent. J'espère qu'ils ne savent pas trop de bruit. Désolée pour ça. L'image du corps également, par rapport à sa propre image, on se pose la question, comment le porno contribue à façonner les sentiments que moi j'ai par rapport à mon propre corps? Désolée. Est-ce que je me sens plus ou moins bien dans ma peau à cause de ce que je vois dans le porno? Parce qu'on le sait, que ce soit la pornographie ou n'importe quel média, la société, ça crée des standards de beauté. Et ça peut faire qu'on se sent moins désirable, moins attirant, moins attirante en fonction de justement de ce qu'on voit dans le porno, qui n'est pas représentatif de ce que nous, on voit dans le miroir. Parce que de nouveau, on sait qu'il y a énormément de choses qui sont mises en place pour représenter certains corps qui ne sont pas vraiment une réflexion des corps qu'on voit dans la vie de tous les jours. Il y a énormément de choses qui sont mises en place dans les pornos aussi, comme dans n'importe quel film où on va mettre en scène finalement des scénarios. Donc, on va avoir des corps qui ne sont pas forcément corps qu'on voit. Ça peut être aussi des éjaculations qui ne sont pas des vraies éjaculations. Il y a plein d'effets spéciaux qui sont ajoutés dans les films pornographiques. Donc, on ne verra pas dans la vraie vie. Je regarde simplement s'il y a des questions par rapport à ce contenu-là jusqu'à présent. Si ces questions-là, ça vous intéresse, si vous avez envie d'avoir une réflexion plus approfondie justement sur votre propre perception de la pornographie, mais également de toutes les façons dont vous pouvez aborder ces questions avec vos enfants ou toutes les façons dont vous pouvez aborder ces conversations dans les écoles, je vous propose de découvrir
les 6 outils gratuits qui existent avec la conversation sur la pornographie, donc de Porn Conversation. Donc, il y a 2 types de guides qui sont disponibles. Il y a les guides de conversation. Donc, c'est plus des guides de conversation à destination des familles, des adultes qui vont avoir des conversations avec leurs enfants ou avec les enfants autour d'eux pour savoir comment lancer ces conversations de façon sans tabou sur la sexualité et sur la pornographie. Il y a 3 guides de conversation. Il y en a qui sont à destination plus des enfants de 8-11 ans, un autre guide de conversation pour les enfants de 12 à 15 ans et des guides de conversation pour les enfants, les adolescents qui ont 16 ans et plus. Et on a aussi 3 énormes programmes et guides d'activités à destination des enseignants, des éducateurs, des éducatrices, et avec un tas de sujets, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la puberté, le développement, l'expression de genre, l'identité, les orientations, le consentement. Tous ces sujets-là sont repris en une douzaine de fiches d'activités qui sont de nouveau séparées en 3 groupes. Donc, pour les enfants des âges 8, 11, 12, 15 et 16 et plus. On les a maintenant en français. Je pense qu'on va vous partager également le lien où vous pouvez les retrouver gratuitement, tous ces produits, tous ces outils, gratuitement, tous les PDF en accès gratuit en français. Et sur le site de Porn Conversation, vous pouvez aussi le retrouver en anglais, en espagnol et en allemand. Donc, si vous êtes en charge du cours d'espagnol ou d'allemand dans des écoles, vous pouvez aussi l'utiliser pour pimenter un petit peu les cours d'espagnol, d'allemand ou d'anglais. Voilà. Et la dernière chose que je voulais vous présenter avant qu'on prenne du temps pour les questions, c'est que si vous n'êtes pas directement un adulte de confiance ou un parent ou une famille avec des enfants, ou que vous n'êtes pas un éducateur, une éducatrice, un enseignant, une enseignante, mais que vous êtes des professionnels de la sexualité, des sexologues, des personnes qui travaillent dans le milieu de la santé sexuelle, vous pouvez également rejoindre le programme d'ambassadeurs et d'ambassadrices. Donc, on a le programme ambassadeur-ambassadrice en français et dans d'autres langues pour faire la promotion du programme de Porn Conversation. Et il y a un programme similaire aussi pour les étudiants et les étudiantes universitaires qui veulent devenir des ambassadeurs et des ambassadrices dans leurs écoles supérieures ou dans leurs universités. Vous pouvez retrouver aussi, il y a un QR code à scanner, mais on vous partagera aussi le lien qui est disponible. Je ne sais pas s'il est disponible en français, mais du moins en anglais pour rejoindre le programme d'ambassadeurs et d'ambassadrices. Ça en est tout pour moi. Je pense que je me suis tenue exactement à mes 30 minutes. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, je suis encore là pendant plusieurs minutes, pendant 15-20 minutes, pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur The Porn Conversation, sur les conversations en lien avec l'éducation à la sexualité ou en lien avec l'éducation à la pornographie en général. Donc, je vous laisse. Je ne sais plus s'il y avait des questions. Pour celles qui ont un petit peu monitoré le chat, je regarde s'il y avait des questions supplémentaires que je n'ai peut-être pas forcément vues. Sinon, je vais vous laisser quelques minutes pour ajouter vos conversations ici dans la boîte de chat. Alors, on me demande où est-ce que je travaille au Canada. Je suis basée à Squamish, donc au nord de Vancouver, sur la côte ouest. Il y a Gaëtan qui me demande en quoi consiste le programme d'ambassadeurs et d'ambassadrices. Donc, c'est de faire la promotion du programme de Porn Conversation et d'aider à la promotion finalement de ce programme-là dans votre région ou dans la langue dans laquelle vous travaillez. Je ne sais pas si Lila ou Lency, vous avez éventuellement le lien pour s'inscrire également. Je vais fermer mon micro une seconde parce que j'ai de nouveau les poubelles qui arrivent. Je te laisse répondre, Lency. Oui, nous n'avons pas le lien pour les ambassadrices, mais
Avril, do you have the link for the ambassador program? Okay, super. Je vais ajouter tout de suite. Merci beaucoup. Là, il y aura toutes les informations parce qu'il y a différents niveaux pour les ambassadeurs et les ambassadrices aussi, je pense. En fait, nous n'avons pas encore le lien en français, mais on peut ajouter la version anglaise si ce sera intéressant. Peut-être on peut utiliser Google Traduction. Oui. Mais vous pouvez partager le lien en anglais alors dans la boîte de conversation ici. Et s'il y en a qui ont des conversations ou que les informations en anglais ne sont pas claires, n'hésitez pas à m'envoyer un message aussi, puis je peux traduire la page. Lindsay, sinon, ou Avril, if you want to share the link. Et je peux regarder rapidement, ouvrir le lien, puis traduire un petit peu les informations qui se trouvent dans la page en français. Alors, il y a Myriam qui me demande, je voulais savoir si vous avez une expérience avec les jeunes dans le cadre de vos formations ou si votre approche vis-à-vis du porn est différente avec les filles ou avec les garçons. Alors oui, je travaille directement dans les écoles ici, avec les élèves de la maternelle, la CP jusqu'à la dernière année, donc la 12e année ou la terminale en France. Et je fais toujours des ateliers qui incluent les filles et les garçons dans la même classe. C'est certain qu'il y a des approches différentes en fonction de parfois l'utilisation de la pornographie des garçons et des filles, mais c'est aussi important que tout le monde reçoive et apprenne les mêmes messages et d'avoir de l'espace pour répondre à ces questions. Mais aussi, on sait que maintenant, il y a de plus en plus de filles qui se tournent vers la pornographie. Alors, ce n'est pas toujours pour les mêmes raisons. Il y a beaucoup de filles qui se tournent vers la pornographie aussi, justement comme éducation à la sexualité, pour savoir comment peut faire finalement par rapport au sexe. Et on le sait, la pornographie, ce n'est pas de l'éducation à la sexualité. Alors, Florence qui me demande à quel âge on peut parler de sexualité avec les enfants. Ouh, c'est ma question favorite. Alors, la sexualité, finalement, ça fait partie de tous les individus depuis la naissance. Et donc, on parle de sexualité de façon différente avec des jeunes enfants qu'on en parle avec des adolescents, qu'on en parle avec des adultes. Et l'éducation à la sexualité, elle peut commencer aussitôt qu'on a des conversations autour du corps. L'éducation à la sexualité, ça peut être aussi simple que de donner les mots appropriés aux enfants pour parler de leurs organes génitaux. Donc, de dire que c'est un pénis, c'est une vulve, il y a des fesses, il y a un anus, d'utiliser les bons mots. Ça peut être de parler du consentement. Donc, toutes ces choses-là, ça peut commencer aussitôt que l'enfant apprend à parler, mais même avant, hein, si on est en train de changer la couche ou de laver l'enfant, d'expliquer simplement ce qu'on va faire à l'enfant avant de le faire. On met en place ces premiers aspects du consentement. On me dit aussi, j'aimerais avoir des conversations sur le consentement. Ben voilà, avec mon beau-fils de 8 ans, pensez-vous que ce serait judicieux? Complètement, parce que le consentement, ça fait partie de la sexualité. Hein, de nouveau, en tant qu'adulte, on a tendance à penser à la sexualité avec nos lunettes d'adulte. La sexualité des enfants, c'est une sexualité à part entière. C'est la découverte de leur propre corps et la découverte des limites. Le consentement est une conversation extrêmement importante à avoir aussitôt que possible pour que l'enfant comprenne quelles sont les limites de son propre corps et la limite du corps des autres. Ça permet de se protéger lui-même, hein, de comprendre comment son corps fonctionne et de s'assurer qu'il respecte les autres personnes, que ce soit les enfants, les adultes ou les personnes qui l'entourent. On me demande comment est-ce que les parents perçoivent ces entretiens avec les enfants, donc les conversations là-dessus. Alors, les conversations, si on parle des conversations en général sur l'éducation à la pornographie, c'est ça la question, ou sur l'éducation à la sexualité en général. Mais une grande majorité des parents ou des adultes qui s'occupent de leur enfant veulent qu'il y ait ces conversations qui soient mises en place dans les écoles, qu'on en parle. Parce que de nouveau, on voit les chiffres. On le sait que 99% des enfants avant 18 ans vont être exposés à la pornographie. Et on veut que quelqu'un en parle. Et de nouveau, comme j'en parlais tout à l'heure, on se renvoie souvent la balle de savoir est-ce que c'est les enseignants qui en parlent, est-ce que c'est en famille qu'on en parle. Il faut qu'on en parle de tous les côtés, il faut qu'on renforce ces messages. Marie-Pierre, au Québec, le programme d'éducation sexuelle parle du consentement dès l'âge de 5 ans à la maternelle, tout à fait.
Ton corps, tu en prends soin, tu respectes tes limites et celles des autres. Câlin, bisous, pression sur les choses que tu ne veux pas faire, comment faire, etc. Tout à fait, exactement. Merci Marie-Pierre. Que ce soit au Québec, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, il y a des programmes d'éducation à la sexualité qui sont obligatoires dans toutes ces régions et ces pays et qui mettent en avant le fait que l'éducation à la sexualité, ça fait partie du programme scolaire depuis la maternelle, depuis la CP, pour comprendre en fait les limites de son propre corps, en prendre soin et s'assurer que personne nous force à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire avec son corps. Je regarde s'il y a d'autres questions. Pour le moment, il y a plein de questions tellement intéressantes. Merci pour tous ces messages et tous ces échanges. Myriam, on voit souvent dans le porno gratuit l'absence de préservatif. Je voulais savoir si c'est un bon point d'entrée pour discussion. Est-ce que le porno éthique met l'accent sur le port du préservatif? Cela me rassurait surtout quand on est jeune, on manque un peu d'expérience et risque d'imiter sans protection en étant grand. Merci Myriam pour ce message. Tout à fait. Tu verras dans les fiches du programme et dans les conversations qui sont disponibles, on en parle justement. C'est quoi la différence entre la porno qu'on voit en ligne et la sexualité entre les personnes, le sexe entre les personnes qui prennent soin l'une de l'autre? Et un de ces aspects, c'est non seulement l'absence des préservatifs, hein, des capotes, des condoms, c'est l'absence aussi du fait qu'il y ait une conversation autour du dépistage, hein, donc des infections transmissibles sexuellement, une absence du consentement. Hein, on ne voit pas les acteurs ou les actrices signer des contrats, se mettre d'accord. Donc oui, le porno éthique, bien entendu, ça met l'accent sur le port du préservatif, sur le port de la protection et des discussions autour du consentement. Gaëtan nous dit... non, attends, j'ai perdu la question ici. Je suis arrivée un peu tard, malheureusement. J'imagine qu'on pourrait retrouver cette présentation par email. Oui, il y aura un replay qui sera envoyé un peu plus tard pour le début de la présentation. J'en ai profité entre-temps pour ouvrir rapidement la page d'ambassadeurs, ambassadrices pour ceux et celles qui sont intéressés. Donc, c'est une petite page qui vous explique un petit peu quelles sont les missions d'un ambassadeur ou d'une ambassadrice et qui va permettre, en fait, comme je l'ai dit, hein, d'amener le message de Porn Conversation et qui vous donnera des petits bonus en plus, comme l'accès à la plateforme d'Eric Allos pendant plusieurs mois. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez remplir le petit formulaire sur la droite qui demande simplement votre nom, votre adresse email, votre adresse courriel, un message et est-ce que vous voulez être un ambassadeur, une ambassadrice ou un ambassadeur, ambassadrice étudiant et étudiante. Vous pouvez ajouter dans le message que vous voulez le faire en français. Comme ça, on pourra voir directement que vous voulez renforcer l'équipe d'ambassadeurs et d'ambassadrices au niveau francophone. On me dit aussi merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Merci de tout ce travail absolument nécessaire, avec grand plaisir. Merci d'avoir été là. Il y a Myriam qui demande, est-ce que le porno éthique met l'accent sur LGBT car le porno mainstream manque vraiment de diversité? Tout à fait. Comme je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, Eric Alast met vraiment en avant non seulement les femmes, les personnes marginalisées et les personnes de la communauté LGBTQI+, que ce soit derrière la caméra, devant la caméra et à tous les postes de responsabilité dans son entreprise. Donc, c'est certain qu'on a vraiment besoin de cette diversité, que ce soit au niveau des orientations sexuelles, au niveau de l'identité de genre, mais également au niveau de la représentation des différents types de corps. C'est une version très étroite de la sexualité. On me dit, je suis vraiment rassurée de savoir que le porno éthique permet de s'ouvrir dès la formation à la sexualité des plus jeunes sur le sexe gay et lesbienne. Merci. Oui. À savoir de nouveau, le porno éthique n'est pas forcément là pour être offert aux jeunes. La pornographie éthique, elle est là pour remplacer le porno mainstream qui nous montre vraiment, comme ça a été mentionné, que ces versions vraiment étroites de la sexualité. Mais ça nous permet vraiment
d'avoir des conversations surtout, parce que en fait, les enfants et les jeunes se tournent vers la pornographie quand ils n'ont pas accès à de l'éducation à la sexualité. Si on est là pour répondre à leurs questions, qu'on est là pour parler justement des différents types d'identités de genre, qu'on est là pour parler des orientations sexuelles, qu'on est là pour parler de la variété des corps, de l'anatomie, de la physiologie du corps humain, hein, de comprendre que il n'y a pas deux vulves qui se ressemblent, il n'y a pas deux pénis qui se ressemblent, il n'y a pas qu'une seule façon d'avoir un rapport sexuel. Il y a tous les scripts sexuels aussi, hein, la porno en ligne, gratuite, mainstream, nous donne beaucoup de scripts, surtout pour la sexualité hétérosexuelle. Donc, on a ce script qui est très fort. Donc, c'est de repenser ces scripts aussi, de dire qu'on n'est pas obligé d'avoir en triple dessert. Hein. Cette idée que voilà, qu'il y a des étapes à faire, qu'il y a certaines choses par lesquelles on doit passer et qui finit forcément par une éjaculation et par un orgasme. Quel est mon avis sur OnlyFans? OnlyFans, ça permet pas mal de choses différentes. On sait que malheureusement, OnlyFans, ça peut aussi être une plateforme sur laquelle certaines personnes sont aussi abusées et sont forcées de l'utiliser. Mais ça permet aussi directement aux acteurs, aux actrices d'avoir leur propre plateforme et de présenter ce qu'elles ou elles ont envie de présenter et de partager. Mais il ne faut pas oublier que ce sont quand même des grosses plateformes également et qu'elles sont souvent, ou ils sont souvent soumises à des règles ou à des réglementations pour ce qui concerne ce qui peut être présenté, ce qui peut être dit sur leur compte OnlyFans ou pas. Est-ce qu'on parle du cadre légal par rapport à la consommation de pornographie? Alors, quand on parle du cadre légal, j'imagine que tu veux dire le cadre légal du fait que la pornographie ne devrait pas être accessible avant 18 ans. Donc, ce n'est pas interdit de consommer de la pornographie. Normalement, ce qui est interdit, c'est de montrer des images pornographiques à des enfants, à des personnes de moins de 18 ans. Donc, on ne va pas légalement derrière un individu, derrière un jeune, mais plutôt derrière les plateformes. Et c'est quelque chose qui commence à prendre un petit peu du terrain en France d'ailleurs, en ce qui concerne de s'assurer de l'âge légal des personnes qui consomment ou qui se retrouvent sur ces plateformes. Après, une autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la pornographie, c'est un type de média où on met en avant la sexualité. La pornographie, ce n'est pas le seul média dans lequel on retrouve la sexualité qui est mise en avant et qui envoie des messages problématiques par rapport au sexe. N'hésitez pas, quand vous regardez des films, des séries avec vos enfants, à prendre ce cadre, ces lunettes d'éducation aux médias pour questionner ce qu'on voit. Hein. Ça peut être une scène intime ou sexuelle dans un film ou dans une série et de demander à notre jeune, est-ce que tu penses que c'est vraiment comme ça que ça se passe dans la vraie vie? Ou qu'est-ce que tu penses de la façon dont ça s'est passé? Ou est-ce que tu penses que ça se passe vraiment comme ça dans la vraie vie, que les personnes s'embrassent et tombent amoureux après 10 minutes? Hein? Une autre question, quelle alternative safe peut-on donner aux jeunes? Car même avec des discussions, si leur curiosité les pousse, comment et vers quoi les orienter, sachant que la question financière sur leurs petits moyens aura son importance? C'est de savoir qu'effectivement, on ne peut pas empêcher des jeunes de se tourner vers la pornographie. Une chose qui va diminuer la tendance à aller voir de la pornographie, c'est l'accès à des informations et l'accès à des ressources. Il y a énormément de ressources qui sont faites pour les jeunes, que ce soit des sites Internet, que ce soit des livres qui sont extrêmement bien fournis pour répondre à leurs questions. Donc, si on offre ces alternatives et ces ressources aux jeunes, ça permet déjà d'enlever une grande partie de la consommation de pornographie qui est juste là pour répondre à leurs questions et à leur curiosité. Et le deuxième aspect, c'est de dire, OK, même si tu te retrouves à regarder de la porno, réfléchis avec tes lunettes de regard critique sur la pornographie, de regard critique sur les médias et réfléchis quand tu vois une vidéo, quels sont les messages qui sont envoyés par cette vidéo et est-ce que ces messages relaient des valeurs qui sont des valeurs que tu tiens également. Je demande souvent aux adolescents et aux adolescentes de réfléchir si on voit de la porno en ligne et que nous, on a des valeurs de consentement, de respect, d'intimité, de toutes ces choses-là. Est-ce que la pornographie qu'on regarde, est-ce que ça reflète ces valeurs? Vous retrouverez aussi dans les fiches un aspect, une question que j'aime beaucoup, c'est de réfléchir, comme je l'ai mentionné, que tout ce qui est gratuit en ligne n'est jamais gratuit.
c'est gratuit pour nous. Quand on clique sur quelque chose, on donne de l'argent à quelqu'un. Donc, est-ce qu'on veut cliquer sur des vidéos qui mettent en avant des valeurs qui ne sont pas les valeurs auxquelles on tient? Est-ce qu'on veut donner de l'argent à des plateformes ou à des créateurs de contenu qui montrent et mettent en avant de la violence, de la misogynie, du racisme, etc. Alors, je vais reprendre une dernière question ici. Si une personne adolescente vous demande comment sont les relations, j'ai perdu la question, comment sont les relations gays et lesbiennes dans un atelier et que vous remarquez que c'est carrément à cause d'un manque de références positives, est-ce que vous pensez qu'on devrait donner quelques détails sur ces pratiques, par exemple en montrant du matériel avec des dessins, des BD adaptés à l'âge? Généralement, je vais répondre aux questions. Donc, de savoir que ce soit des relations gays, que ce soit des relations lesbiennes, que ce soit des relations hétérosexuelles, qu'on va naviguer ces relations sexuelles en fonction de ce qui nous apporte du plaisir, ce qui apporte du plaisir à l'autre personne. Je vais mentionner le fait que pour certains types de sexualité, quelle que soit l'orientation sexuelle, certaines personnes utilisent des jouets sexuels également. Et donc, il n'y a pas toujours besoin non plus de cet aspect de pénétration. Donc, c'est quoi le sexe? Et de penser et d'avoir un moment dans la classe où on redéfinit ce que ça veut dire le sexe. Parce que le sexe, c'est énormément de choses. Et la définition va être différente en fonction des personnes. Mais de nouveau, oui, alors je ne vais pas forcément montrer des dessins ou des BD, mais il y a plein de ressources de sites Internet qui sont disponibles, qui sont accessibles aux jeunes et qui peuvent répondre à plein de questions sur les différentes pratiques sexuelles ou les différentes façons finalement de ressentir du plaisir et de donner du plaisir à son ou sa partenaire, quelle que soit notre orientation sexuelle. Je vais m'arrêter là, je suis un petit peu au-delà de mon temps déjà et je sais qu'il y a beaucoup de questions. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez renvoyer des questions directement sur la plateforme de Point Conversation. Vous pouvez m'envoyer des messages par courriel, par email. Vous pouvez m'envoyer des messages sur Instagram. Merci, elle vient de repartager l'Instagram ici. Si vous avez des questions, comme ça, je peux répondre directement en français. Vous aurez accès au replay dans quelques jours au moins. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour cette première version, cette premier webinaire en français de Point Conversation. Je pense que ce ne sera pas la dernière parce qu'il y avait tellement de questions extrêmement intéressantes aujourd'hui. Et à nouveau, je vous remercie d'avoir pris du temps de votre journée. Je vois tous les petits emojis qui arrivent sur le côté. Merci beaucoup et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, après-midi, soirée, où que vous vous trouvez sur la planète. Merci à tous et à toutes. Au revoir tout le monde.